Eh bien, bonjour à tous. Il est 10h01. On va commencer ce webinaire. Donc, c'est un webinaire qui est co-organisé et co-présenté par l'IRT Systemix et Centréon. Donc, je vais commencer simplement par vous présenter un peu l'équipe qui va s'occuper de vous aujourd'hui, qui va vous présenter le sujet. Et puis, on fera un petit tour sur l'agenda. Et puis, je laisserai à la suite de ça Nicolas et Simon laisser opérer leur magie. Donc, l'équipe qui est présente aujourd'hui, on a Nicolas Helot, qui est ingénieur-chercheur et blockchain team leader justement à l'IRT Systemix. Bonjour, bonjour Nicolas. Bonjour. Et puis Simon Baume, qui est Head of Pro Services chez Centréon. Voilà, bonjour Simon. Bonjour à tous. Et moi, en ce qui me concerne, je suis Richard, je m'occupe du marketing opérationnel pour la région Europe chez Centréon. Ben, je vous propose de commencer simplement par l'agenda. Avant ça, un tout petit rappel sur l'organisation du webinaire. Vous pouvez poser toutes vos questions durant le webinaire dans l'interface de chat. On y répondra à la fin, juste pour simplifier un petit peu l'organisation. Mais n'hésitez pas à empiler toutes vos questions. On y répondra à la suite du webinaire. Nicolas commencera par faire une intro sur l'IRT Systemix. On nous expliquera un petit peu mieux, pour ceux qui les connaissent peut-être moins, ce qu'est la blockchain, à quoi ça sert. On verra aussi finalement pourquoi superviser cette blockchain. On verra avec Simon comment finalement mettre cette blockchain en supervision. Et puis, lors des questions-réponses, on fera une petite ouverture sur un état des lieux et puis les prochaines étapes de cette supervision de blockchain. Voilà, bah, écoute, Nicolas, je vais te laisser la parole. Et puis, bon webinaire à tous. Merci Richard. Donc, je vais vous présenter d'abord l'IRT Systemix. C'est un institut de recherche technologique. On est basé à Saclay et on opère des projets de recherche collaboratifs qui mêlent du coup des partenaires industriels et académiques. On adresse principalement des thématiques autour de la transition numérique. On travaille aujourd'hui sur 4 secteurs qui sont la mobilité, transport autonome, l'industrie du futur, la défense et sécurité, et l'environnement et développement durable. On a également du coup des ressources en propre qui ont des compétences scientifiques et techniques. Alors vous voyez ici les 8 domaines d'expertise, parmi lesquels on a la sécurité numérique et la blockchain. Et donc sur la blockchain, on a une offre un peu particulière. Donc on travaille principalement donc, sur des projets de recherche collaboratifs, c'est des projets de 3-4 ans orientés du coup recherche appliquée. Et donc sur la thématique blockchain, on a travaillé depuis 2017 à des travaux voilà, de compréhension, d'expérimentation de l'application de la technologie blockchain à des contextes industriels. On a également fédéré un écosystème d'académiques avec une initiative de recherche commune qu'on a appelée BART, qui regroupe aujourd'hui l'Institut Mines Télécom, l'INRIA et Systemix, et qui partage du coup une feuille de route scientifique en commun et un programme doctoral en commun pour lever des verrous de fond de cette technologie. Et on a également du coup une autre offre de conseils et de prestations qu'on appelle Boost, qui vise à faire des développements de preuves de concept et sur laquelle en fait on travaille en partenariat avec une spin-off qui s'appelle Blockchain XN. Et c'est dans ce contexte qu'on a commencé à travailler avec Centréon sur les questions de monitoring de blockchain appliquées du coup à un contexte industriel. Alors avant de rentrer dans les questions de supervision, de monitoring, je vais faire un rapide rappel ou en tout cas une introduction un peu à ce que c'est que la technologie blockchain. Alors vous voyez ici un historique, quelques dates clés. La blockchain, c'est finalement une technologie pas si récente que ça. Déjà dès les années 90, dans la communauté système distribué, on avait déjà des systèmes qui permettaient de faire du stockage documentaire de manière immutable, c'est-à-dire de manière non modifiable dans le temps et avec un eurodatage fiable. Et donc ces contextes-là, ces travaux-là ont été repris dans Bitcoin, qui est aujourd'hui une technologie connue du grand public, qui a été déployée, qui a été mise en production en 2008, donc c'est pas si récent que ça. Elle a tout
une histoire autour, puisqu'elle a été mise en place par quelqu'un qui est resté anonyme, qui s'est fait appeler Satoshi Nakamoto, et qui, au-delà des outils techniques qui sont utilisés, a introduit en fait un modèle économique. C'est ça qui a permis voilà, de dépasser un petit peu l'écosystème système distribué et de proposer vraiment une technologie utilisable par tout le monde et utilisable pour un objectif au départ, c'est celui de mettre en œuvre des crypto-monnaies, c'est-à-dire une monnaie numérique qui repose, qui est indépendante complètement des banques et du secteur bancaire, et qui repose uniquement sur les participants à un réseau pair à pair. Alors, Bitcoin, du coup, c'est très centré crypto-monnaie. Depuis 2015, il y a une nouvelle technologie qui est également assez connue et qui a fait son apparition, qui s'appelle Ethereum, qui a introduit un nouveau concept qui est celui des smart contracts. C'est la capacité à avoir des programmes en fait qui vont s'exécuter dans ce réseau pair à pair et qui vont permettre du coup d'entretenir des machines à état, de cadrer des logiques applicatives. Et c'est cette technologie qui derrière a ouvert la porte à tout un ensemble en fait de technologies orientées plutôt entreprise, dont on peut citer le programme Hyperledger, qui regroupe plusieurs technologies dont Hyperledger Fabric, qui est sans doute la plus connue, qui a été initiée par IBM et qui permet aujourd'hui d'utiliser la technologie blockchain pour faire beaucoup plus largement que du transfert d'argent, de faire vraiment du transfert de données et de cadrer vraiment de l'application de cas d'usage. Donc, je vais faire peut-être une rapide introduction des concepts, en tout cas des terminologies qu'on a dans les blockchains. Que ce soit Bitcoin ou que ce soit Hyperledger, on retrouve un peu les mêmes grands principes. Alors, du coup, je vais prendre un exemple, celui d'un transfert de fonds entre deux personnes, une personne A et une personne B. Une personne A qui souhaite du coup envoyer de l'argent à une personne B, elle a besoin d'avoir du coup ce qu'on va appeler un portefeuille, un wallet, c'est-à-dire un matériel cryptographique qui va lui permettre de signer une transaction qui va dire quel est le montant qu'elle souhaite transférer et à quelle personne. Cette transaction, en fait, elle est soumise ensuite à ce qu'on appelle le réseau, c'est-à-dire un certain nombre de nœuds, c'est-à-dire des personnes qui mettent à disposition un client de la technologie, un client Ethereum ou un client Bitcoin, et qui sont en permanence connectés entre eux en pair à pair et qui du coup écoutent des soumissions de transactions et qui peuvent faire également d'autres opérations. Donc la transaction est soumise au réseau, ces nœuds se la partagent, elle est broadcastée entre les différents nœuds, et certains de ces nœuds sont un peu différents des autres, on va les appeler des nœuds mineurs. Leur objectif, c'est de mettre en place un protocole de consensus et de construire des blocs, c'est-à-dire de regrouper des transactions dans des blocs et puis de chaîner ces blocs. Donc c'est sur eux que va résider la sécurité du réseau. Et en particulier, c'est eux qui vont être en charge de vérifier que les transactions sont valides. Donc si vous faites une transaction de transfert de fonds, ils vont vérifier que vous avez suffisamment d'argent pour prétendre au transfert. C'est ce type de vérification qui vont être réalisées. Donc dans les blockchains comme Ethereum ou Bitcoin, on va parler de blockchain publique. La particularité, c'est que ces nœuds qui valident et qui vérifient sont en fait des personnes anonymes et des participants qui sont, on parle de blockchain publique, c'est-à-dire que ça peut être n'importe qui peut participer en fait à ce réseau, qui peut se connecter et pendant un certain temps participer au fonctionnement du système. À l'inverse de ces blockchains publiques, on peut parler de blockchain privée ou blockchain de consortium quand on va commencer à essayer d'authentifier justement ces mineurs, ces validateurs dans lesquels on cherche à contrôler qui participe au réseau et qui voit ce qui se passe sur le réseau. La grosse particularité ici, c'est que du coup, les nœuds qui vont construire les blocs, donc ça c'est l'étape 4, pour construire les blocs, pour appliquer l'algorithme de consensus, on va avoir différents types d'algorithmes. Ils vont être mis chacun en compétition. Et donc, si on prend le cas, par exemple, de Bitcoin ou d'Ethereum, on va utiliser un consensus qu'on appelle preuve de travail, dans lequel, en fait, les mineurs mettent à disposition de la ressource de calcul. Ils vont travailler sur un puzzle cryptographique très complexe et il va falloir utiliser du CPU, utiliser de la puissance de calcul pour être le premier à trouver la solution et être le premier, du coup, à valider son bloc et à pouvoir le diffuser ensuite sur le réseau. Donc ça, c'est la 5e étape. Une fois que quelqu'un en fait a
a réussi à prouver voilà, qu'il avait résolu le puzzle et à propager son bloc, les autres l'ajoutent en fait à leur historique, ce qu'on va appeler le registre blockchain ou ledger, et on va procéder du coup au chaînage du bloc à la suite des précédents blocs. Donc, une fois qu'un nouveau bloc est inséré, avec toutes les transactions qui sont à l'intérieur, ces transactions-là vont devenir immutables, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus les modifier. Et une fois qu'on aura chaîné un certain nombre de blocs, on aura vraiment la confirmation que l'opération est irréversible. Donc, ce qui est important ici, c'est que ce chaînage de blocs voilà, se fait sur tout le réseau pair à pair, et avec du coup au cœur, là, ces nœuds qui sont des nœuds validateurs. Alors derrière, il y a un certain nombre de concepts qui sont utilisés pour que la technologie fonctionne. Le premier, c'est des outils cryptographiques. On utilise des outils de signature, des outils de cryptographie asymétrique pour tout ce qui est vérification de l'authenticité des transactions, mais également de tout ce qui est échangé en fait en termes de blocs aussi entre les participants. Et aussi, on a des fonctions de hash qui permettent du coup de garantir l'intégrité du chaînage de blocs et l'intégrité de toutes les informations qui vont être stockées dans le registre blockchain. Donc le registre, c'est le deuxième gros concept, c'est vraiment cette capacité à avoir un livre de compte, à avoir un ensemble de transactions qui va être distribué et entretenu, mis à jour en continu sur un grand nombre d'ordinateurs, sur un grand nombre de nœuds du réseau. Donc aujourd'hui, des réseaux comme Bitcoin par exemple, vous avez une centaine, un peu plus d'une centaine de nœuds permanents qui redondent, qui mettent à jour le registre. Le registre Bitcoin aujourd'hui, il a une taille à peu près de 300 gigas. C'est 300 gigas de transactions pour 12 ans à peu près d'existence. Donc voilà, ce registre, il est entretenu, il est maintenu par les mineurs, ça je l'ai expliqué, qui du coup applique un protocole de consensus. Donc j'ai parlé de la preuve de travail. Aujourd'hui, il y a d'autres consensus qui existent, qui sont moins énergivores. Il y a des consensus basés sur l'authentification des personnes, preuve d'autorité, preuve de réputation, ce qu'on appelle proof of stake. Et donc, ces consensus voilà, proposent des trade-offs de sécurité, performance un peu différents. Mais il y en a une grande variété. Il y a une grande variété aujourd'hui de technologies blockchain qui existent. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a du coup aujourd'hui également des technologies qui sont beaucoup moins énergivores que Bitcoin et qui demain peut-être la supplanteront. Après, ce qui va différencier les technologies, c'est du coup les fonctionnalités qu'on peut avoir au-dessus uniquement du système transactionnel, et en particulier le système de smart contract qui a été introduit dans Ethereum, et quelque chose d'assez différenciant. Ça va permettre d'ajouter de la logique métier, d'ajouter la capacité à programmer des protocoles par-dessus cette couche basse qui est le réseau blockchain. Et c'est ça qu'un certain nombre de technologies voilà, proposent. Derrière, ce socle technologique qui est la blockchain, cette plateforme, ce qui est intéressant par ces concepts, c'est qu'elle a certaines propriétés, et des propriétés qui vont amener un certain niveau de confiance dans les données qui sont maintenues. En particulier, le premier élément, c'est que c'est un réseau pair à pair, donc vous n'avez pas de plateforme centrale, c'est des intermédiaires. Et donc ça offre des bonnes propriétés. Ça peut permettre à des entreprises de travailler en direct, s'échanger des informations en direct et pas avoir recours à un tiers qui serait plateforme agrégatrice de données, par exemple. Il y a une capacité de résilience. On l'a vu, hein, le ledger est redondé partout. Donc derrière, ça veut dire que les données sont sauvegardées et sont pérennes dans le temps. Pour tout ce qui est blockchain public, il y a des propriétés de transparence. Si vous allez ancrer une donnée, c'est-à-dire aller positionner par exemple un hash d'une photo que vous avez pris dans Bitcoin, non seulement ça va rester ad vitam dans le registre Bitcoin, mais en plus vous pouvez y accéder, n'importe qui peut y accéder, donc peut voir à quelle date est-ce que vous avez ancré une information. Donc ça, c'est des propriétés super intéressantes derrière pour développer des cas d'usage industriels. C'est capacité à avoir de la transparence, mais aussi de l'immutabilité. Puis j'en ai un peu parlé, les smart contracts amènent aussi des capacités d'automatisation. Donc je vais exemplifier rapidement un peu des cas d'application qu'on a vus pour l'industrie et selon différentes filières ici.
Donc la première sur l'énergie, il y a un cas d'usage qui est très expérimenté aujourd'hui, qui est celui de l'autoconsommation avec des producteurs consommateurs d'énergie solaire. La blockchain permet de mettre en place en fait une place de marché autogérée par des particuliers. Donc vous pouvez revendre à votre voisin l'énergie que vous produisez en surplus avec votre panneau solaire. Et la blockchain, avec des smart contracts, va permettre de définir le prix, d'avoir un système d'enchères qui va garantir du coup une égalité entre les participants et qui va surtout permettre de ne pas avoir d'intermédiaire en fait qui gère voilà, cette fixation du prix, qui fait commissaire-priseur. Sur les questions de mobilité, aujourd'hui sur tout ce qui est mobility as a service, les nouveaux modes de transport, de mobilité, d'acheminement de personnes de bout en bout, la blockchain est vue comme un système qui permet de catalyser l'interopérabilité entre les services de mobilité. Et donc, sur tout ce qui est ticketing, paiement, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui pour essayer de faire un peu avancer les choses. La logistique, ensuite, est un cas d'application qui a été très poussé, très étudié, en fait, par rapport à ce que peut apporter la blockchain à ce domaine, en particulier sur la simplification des réglementations, le suivi, en fait, de chaînes logistiques, d'acheminement, en particulier sur tout ce qui est les échanges au niveau des douanes, dans lesquels la transparence, l'aspect registre permet de tracer voilà, l'acheminement d'un produit de bout en bout, son passage en douane, et ça permet du coup de construire un référentiel commun qui va être en plus international. Donc c'est vraiment l'aspect important ici, c'est cette capacité à tracer. Et cette capacité, elle a aussi des applications du coup dans l'assurance, où avec les smart contracts, on peut avoir du coup cette capacité à mettre en gage aussi de l'argent, à automatiser un certain nombre de process qui aujourd'hui sont uniquement gérés par des contrats légaux. Là, l'idée, c'est d'automatiser un certain nombre de ces contrats légaux et certaines pratiques de remboursement, des choses comme ça. Donc, il y a pas mal d'enjeux financiers en fait derrière le couplage, voilà, assurance et blockchain. Puis bien sûr, la finance, qui est sans doute le premier domaine d'application sur lequel la blockchain a eu beaucoup d'essor. Aujourd'hui, il y a tout un écosystème qu'on appelle la DeFi, la Decentralized Finance, qui draine beaucoup d'argent et qui permet vraiment de revisiter un peu le système de crowdfunding, les systèmes de levée de fonds, et qui permet de réduire les coûts et de proposer des nouveaux produits financiers. Donc, ces différentes applications, aujourd'hui, elles utilisent à la fois des blockchains publiques, mais aussi des blockchains de consortium. Sur les blockchains de consortium donc privés, sur lesquels il y a du contrôle, les entreprises, par exemple, qui souhaitent s'échanger des informations, utiliser la blockchain pour cadrer leur process métier entre elles, elles vont être responsables du maintien et du support de la technologie. Et donc, il va falloir qu'elles mettent à disposition des nœuds, des clients qui vont tourner en permanence, et il va falloir qu'elles garantissent que il y a un suivi d'activité et qu'il n'y a pas de rupture dans le fonctionnement. Donc, il y a un besoin derrière de maintien en condition opérationnelle et de suivi aussi de l'utilisation qui est faite du réseau blockchain, puisque vous l'avez compris, il y a des blocs, il y a des transactions, derrière il y a une bande passante qui du coup contraint le nombre de transactions qu'on peut faire sur une période donnée. Juste à titre d'indication, sur Bitcoin par exemple, les blocs sont validés aujourd'hui à temps constant, c'est tous les 8 minutes. Et vous avez 10 à 20 transactions toutes les 8 minutes. Donc on comprend bien que sur ce type de blockchain, alors d'une part, ça s'applique pas, ça ne va pas permettre de traiter tous les cas d'usage qu'on souhaite dans l'industrie, mais en plus de ça oblige à prioriser certaines transactions par rapport à d'autres. Et ça, je ne l'ai pas évoqué, mais derrière, une transaction a toujours un coût qui lui est associé, et c'est ça qui permet de prioriser un peu les choses. Donc il faut qu'il y ait un suivi d'activité pour être sûr qu'il n'y ait pas de boulet d'étranglement et que les services fonctionnent bien. D'où l'importance d'avoir de la supervision, d'avoir du monitoring. Donc à la fois de l'état de santé des clients des nœuds blockchain qui sont mis à disposition par les organisations, suivant en temps réel que le nœud est toujours connecté, qu'il est toujours en train de recevoir des blocs, de valider des blocs s'il est validateur, et puis qu'il est connecté à suffisamment d'autres nœuds du réseau pair à pair pour pas être déconnecté ou être désynchronisé. Et derrière, suivre les ressources physiques, ça va être quelque chose aussi de très important, notamment les ressources disques, puisque vous l'avez compris, le ledger, c'est quelque chose qui augmente
en taille de manière croissante. Et donc, on peut très rapidement avoir des soucis d'espace de stockage si on n'est pas vigilant. Donc, le deuxième volet, au-delà de uniquement la partie monitoring d'état de santé, c'est vraiment le suivi de l'activité, où là, du coup, on va être un peu plus proche peut-être des cas d'usage, mais on peut déjà au niveau fonctionnement, au niveau des transactions, c'est important de suivre qu'est-ce qui se passe dans ces transactions, est-ce que les transactions sont vides, est-ce qu'on exploite bien en fait le réseau blockchain et remonter des alertes le cas échéant. En particulier, on peut être intéressé à suivre certains comptes. Il y a besoin voilà, de s'échanger de l'argent, de récupérer de l'argent initialement. Donc il y a certains comptes qui sont plus critiques que d'autres. Et donc c'est important de savoir quand est-ce que de l'argent sort ou de l'argent rentre sur certains comptes. Et ça, on peut du coup mettre en place des solutions qui vont suivre ou en tout cas remonter des alertes s'il y a des comportements qui sont anormaux. Donc, avec Centrion, on s'est intéressé à du coup essayer d'adresser ces deux volets, qui sont la supervision de l'état de santé et de l'activité, en ayant voilà en cible ce qui est l'objectif de la supervision, c'est-à-dire détecter des déviations par rapport à une situation représentative d'un bon fonctionnement d'une blockchain qui marche bien. Et cela selon trois critères, donc à la fois les performances, dont je parlais un peu de temps passante, la disponibilité, c'est-à-dire est-ce que voilà, le nœud est toujours connecté, est toujours en capacité d'accueillir les transactions, et puis la sécurité, est-ce que voilà, il n'y a pas de problème de synchronisation, est-ce qu'il n'y a pas de problème d'entrée d'acteurs qui seraient non autorisés. La particularité peut-être de la supervision qu'on propose avec Centrion, c'est que on va chercher à adresser des utilisateurs qui sont des administrateurs d'infrastructures, administrateurs des solutions mises en place. Je pense que pour d'autres types d'utilisateurs, comme par exemple des gens qu'on peut appeler modérateurs blockchain, c'est-à-dire des gens qui configurent les nœuds blockchain, qui configurent le réseau, ces gens-là ont besoin d'accéder à d'autres types d'informations, ont besoin sans doute d'autres types d'activités de suivi, d'autres types de dashboards, et encore plus les personnes qui sont responsables d'applicatifs blockchain sont intéressées à suivre le bon fonctionnement de leur service et ont sans doute besoin voilà, de supervision qui sont adaptées à leur cas d'usage. L'intérêt de se focaliser sur le gestionnaire d'infrastructure, sur la couche uniquement, on va dire, plateforme blockchain, c'est que c'est plutôt générique et c'est plutôt transposable sur différents types de cas d'usage et il n'y a pas de connaissance a priori forcément à avoir de la techno blockchain. Donc on a essayé de travailler dans ce sens et du coup on a identifié du coup le périmètre de supervision que vous voyez ici. On va superviser d'abord l'infrastructure, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et puis ensuite on a deux volets. On a le volet suivi du réseau, la supervision du network, c'est-à-dire la connectivité du client qu'on est en train de sonder par rapport au reste du réseau pair à pair, sa synchronisation. Et puis à côté, on va avoir plutôt la supervision du registre, la supervision de ce qu'il y a dans les blocs, à travers du coup le suivi de la validation, donc le nombre de blocs par minute, la bande passante, le nombre de transactions par minute, et puis l'usage. L'usage, qu'est-ce qu'il y a dans ces transactions et quelle est l'activité des utilisateurs. On s'est intéressé à mettre en place des sondes pour deux technologies. La première, c'est Open Ethereum, donc c'est compatible avec toutes les API en fait, tous les dérivés des clients de la famille Ethereum. Et puis également la technologie Hyperledger Fabric en version 2.0. Donc ce qu'on va vous présenter Simon, c'est une démonstration du coup de la partie Ethereum. Elle est composée de deux types de composants. Le premier, c'est un composant qui extrait les données à partir de l'API Ethereum, donc qui va permettre de suivre l'état du client et l'évolution de la blockchain, donc suivre les blocs, les transactions. Et le deuxième est un peu plus particulier, il est plus sur le suivi d'activité. Il va aller parser ce qu'il y a dans les transactions pour en extraire des événements, pour être en capacité, sur la base d'une configuration initiale, de compter voilà, combien de transactions vers telle adresse, combien de fois un mineur a validé de blocs et combien d'argent rentre dans un compte ou sort d'un compte en fonction du temps. Donc je passe la parole maintenant à Simon qui va vous présenter un peu la démonstration. Merci, merci beaucoup Nicolas. Alors oui, avant de vous passer la démo qu'on a préenregistrée pour ce webinaire, je vais vous présenter rapidement le laboratoire qu'on a mis en place côté Centrion avec
avec l'aide de l'IRT Systemix. Donc, basiquement, hein, c'est hébergé sur AWS. Ça, c'est pas l'information la plus importante. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que là, notre laboratoire, il se compose vraiment de deux VM. Donc, évidemment, une VM Centréon, hein, qui va permettre de déployer des plugin packs, des modélisations métiers, des dashboards. Mais surtout, une grosse machine, hein, là, que vous voyez sur la droite, qui va héberger plusieurs choses. Alors déjà, bien sûr, c'est basé sur un OS Linux Ubuntu, et dessus on a la solution de containerisation Docker qui va nous permettre en fait d'instancier et de simuler un réseau blockchain au travers de l'instanciation de différents containers. Donc ça, c'est ce que vous voyez tout à droite, hein, les white, gray, black sont en fait les noms qui sont donnés aux containers, et le TH Poller est ce container supplémentaire qui va venir collecter des données vraiment d'usage plus avancé sur le réseau blockchain. Donc vous voyez qu'on précise, hein, qu'il y a un reverse proxy qui nous permet en fait de simuler l'accès à ces différents nœuds et containers comme s'ils étaient sur différentes machines. Donc ce qu'il faut retenir là, c'est que vraiment, hein, on va pouvoir vous montrer au cours de cette démo la supervision de chaque niveau, c'est-à-dire le niveau infrastructure, hein, qui est très connu chez Centréon. Donc par SNMP, on va récupérer vraiment toutes les informations de l'hôte, du Docker 0, on pourrait dire en termes de CPU, RAM, trafic. Et après, au moyen des différentes API implémentées dans les logiciels comme Docker, l'API Open Ethereum ou l'API spécifique à l'ETH Poller, là, on va pouvoir remonter tout un tas de métriques supplémentaires et plus fines sur chaque composant de, de cette architecture. Donc, je pense qu'on peut maintenant lancer la démo, Richard, si c'est OK pour toi. Je ne sais pas si ton micro est activé, Richard. Pardon, oui, je lance la démo. Excusez-moi. C'est parti pour cette démo. Commençons par nous rendre, nous connecter en fait à l'interface du Centréon, hein, qui est hébergé sur Amazon, tout près de notre laboratoire hébergeant la blockchain. Donc, comme vous voyez, hein, déjà tout un tas d'indicateurs qui a été mis en place pour les besoins de la démo. Ce qu'on va faire là, hein, c'est que je vais vous montrer step by step comment créer en fait le monitoring de l'hôte physique hébergeant la blockchain et donc Docker, et également comment mettre en supervision les différents indicateurs qui soient spécifiques au node Ethereum par IT ou des métriques avancées au travers de l'API de l'ETH Poller qu'a développé Systemix. Donc très simple, hein, vous connaissez le principe des plugin packs qui vous permettent de déployer rapidement votre supervision. Donc là, notre lab est déployé sur un Ubuntu. Voilà, en recherchant Linux, je vois que j'ai bien déployé le plugin pack Linux SNMP. On pourrait faire pareil avec tous les autres packs. Là, je les ai déjà installés en amont de la démo. Donc comme d'habitude, hein, en cliquant sur les packs, vous avez une rapide description de ce qu'ils contiennent et un lien vers la documentation en ligne. Donc passons à l'ajout des autres, hein, via les menus de configuration. Et je vais ajouter ici, vous montrer, hein, comment il est assez simple de superviser le Docker 0, en tout cas l'hôte physique, le système d'exploitation Linux Ubuntu. Donc voilà, on va utiliser le template OS Linux SNMP. Bien entendu, qui dit SNMP dit renseigner les communautés et versions associées, et automatiquement, en sauvegardant, il va me créer des services associés à cet hôte. Alors si je rentre l'adresse IP, ça va évidemment mieux marcher. Voilà, on voit mon Linux SNMP, hein,
to host. Donc si je clique ici, je vois qu'il m'a créé automatiquement le CPU, la load, la memory, la ping et un service de swap. Ce que je peux faire toujours, c'est scanner via les différentes règles pour découvrir en fait les indicateurs unitaires, donc par exemple mes disques. Donc là, j'exécute une commande en fait qui va aller lister tous les disques sur le serveur Linux distant. Donc bon, les containers, on va voir, on va les superviser d'une autre manière. Donc, je vais juste choisir mon disque à la racine et histoire d'être tout à fait exhaustif sur le monitoring, je vais aussi ajouter des processus. Donc là, je scanne tous les processus, ça prend un peu de temps. Bon, bah, typiquement, ceux qui vont nous intéresser ici, étant donné que j'ai du Docker, une blockchain, je vais prendre le processus Parity, le processus Containerd. Voilà, et puis vous pouvez ajouter tous ceux que vous voulez. Voilà, donc si je retourne dans mon service by host, Linux SNMP, on voit que il m'a correctement créé à la fois mon disque slash, mon proc containerd, mon proc parity, les services que je viens de découvrir. Donc maintenant, premier niveau de supervision qui est la couche physique est, on va dire, terminé, prêt à être déployé. Je vais enchaîner avec la supervision de Docker. Donc Docker, on va l'appeler Docker 0. J'ai déjà créé des autres précédemment pour avoir de l'historique, mais je vais les recréer ici pour vous montrer vraiment la démarche de bout en bout. Donc je vais tout simplement l'appeler Docker 0, là c'est pas très important. Toujours la même IP, le laboratoire c'est une seule VM avec plusieurs outils dessus. Bien entendu, vous auriez aussi pu choisir de créer un seul unique hôte et lui associer plusieurs templates. Voilà, je décide d'en faire des différents. Donc là encore une fois, je choisis le bon template. Là, je veux superviser les métriques en rapport avec Docker. Donc je vais prendre le template qui va exploiter la REST API de Docker pour collecter ces métriques. Je renseigne le port d'écoute que j'ai configuré côté Docker. Toujours bien vérifier qu'ici j'ai bien mon petite checkbox à yes. Et je sauvegarde. Si je clique maintenant sur ce Docker 0.1, donc je vois, alors évidemment j'en ai plusieurs. Pour l'instant j'ai que le node status et le ping. Bon, même mécanisme, toujours tirer parti en fait des règles de découverte qui sont apportées par les plugin packs. Donc là je sélectionne Docker 0 et très facilement en fait je vais pouvoir aller découvrir mes différents containers. Donc là on voit mon container Polar qui est en fait ni plus ni moins que le TH Polar de RT System X et surtout les trois nœuds parity qui vont nous intéresser, donc le black, le white et le gray, qui sont en fait notre simulation de réseau blockchain, et le runner qui est un conteneur additionnel qui va s'occuper en fait de simuler des transactions et de mettre un petit peu d'activité dans cette blockchain, dans ce réseau blockchain. On a aussi le container proxy, vous l'avez vu sur la planche qui présentait l'architecture de la démo, ce reverse proxy qui nous permet en fait d'accéder à chacun des composants même s'ils sont hébergés sur la même machine, derrière la même IP. Voilà, on sauvegarde. De la même manière, quand je vais sur Service by Host, je retrouve là les différents containers en fait qui ont été ajoutés. Et enfin, maintenant, les métriques qui concernent le réseau blockchain. Donc, vous voyez, j'en ai déjà d'activer un Grey, Black. En fait, il y a plusieurs nœuds Parity Ethereum. Là, je vais en ajouter un nouveau qui va être White Parity Node. Donc, c'est en fait un container, un nœud de ma blockchain que j'avais pas encore mis en supervision. Toujours la même IP. Cette fois, évidemment, je vais aller chercher le modèle qui concerne les métriques Parity, accessible via sa REST API. Donc
comme d'habitude, hein, des macros avec des valeurs me sont automatiquement proposés. Ici, du fait qu'on va interroger ce nœud blockchain derrière un remote, un reverse proxy, je vais juste lui rajouter ici une petite indication que le plugin, lors de ses appels, va ajouter à l'URL en fait, hein, ce slash white, et ce qui va permettre que même en tapant l'IP 10 25 7 136, automatiquement le reverse proxy redirige vers le container qui va bien. Donc je sauvegarde, je regarde, il m'a bien créé mes différents services, donc Ethereum, les informations, tout ce qui concerne la blockchain Parity avec les bons modèles. Donc là, bon, je vais vous générer la configuration, hein, pour qu'on puisse voir que tout est correctement supervisé. Néanmoins, comme je vous le disais, j'avais pris un peu d'avance sur cette démo en créant déjà tout un tas d'hôtes en fait. Euh, donc, si je recherche par exemple ici mon Ubuntu host, donc ça c'est celui que j'avais créé précédemment, et ici on a bien vu apparaître le Linux SNMP avec les différents éléments découverts. Donc après vous connaissez le principe, hein, l'ordonnanceur a planifié les jobs et petit à petit en fait un statut va venir remplacer le statut pending avec des informations supplémentaires sur l'état de la VM. Si on s'intéresse plus aux métriques blockchain maintenant et qu'on cherche par exemple euh, le nœud black par exemple que j'avais ajouté précédemment mais sur vraiment la même méthode que ce que je viens de faire pour le container white. Donc on retrouve bien un Lost, ces différents services. Donc on voit que la version de la blockchain est la 2.7.2, le nom de cette chaîne de blocs et le nom du nœud que j'interroge et son statut. Est-ce qu'il est validateur ou pas de bloc? Après vous avez aussi évidemment tout un tas d'informations complémentaires. Donc voilà, le gas price, ce qui est utilisé, la limite à laquelle on peut arriver, et aussi des informations un peu plus précises sur la blockchain Parity, donc typiquement le nombre de transactions en attente, utilisation du pool de memory. Donc bien entendu, hein, tout ça vous pouvez toujours le visualiser sous forme de graphe. Vous pouvez aussi, au travers de l'hôte, ici avec cette nouvelle page ressources status, visualiser en un seul endroit en fait tous les graphes en lien avec cet hôte. Euh, voilà. Alors après, ce qui est intéressant de faire, hein, là, vous avez maintenant un monitoring très exhaustif de votre chaîne de blocs, donc à la fois au travers de chaque nœud Parity, donc là on voit le nœud grey, le nœud black, et également au travers du ETH Polar. Donc là, le ETH Polar, lui, en fait, a une vision un peu plus externe, hein, c'est-à-dire qu'il va se connecter à un des nœuds de la blockchain et apporter des informations supplémentaires. Donc notamment, il va savoir nous dire l'utilisation du disque. Donc on a déjà d'une certaine manière, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va aussi nous donner vraiment l'utilisation du disque par la blockchain en elle-même. De la même manière, vous allez pouvoir avoir tout un tas d'informations un peu plus détaillées sur les nœuds, hein. Donc pour savoir par exemple combien chaque nœud a miné de blocs, donc ça on le verra un peu plus tard dans des dashboards. Mais en tout cas, vous pouvez aller beaucoup plus loin euh, jusqu'à notamment tout ce qui est nombre de blocs minés par nœud, le pourcentage que ça représente pour chacun des nœuds, vous assurez que voilà, tous vos nœuds minent à part égale et contribuent à part égale à la vie de la blockchain. Euh, donc comment ça se matérialise, hein, après, ce que vous pouvez faire de ces indicateurs très bruts, très
complet et exhaustif, c'est que vous pouvez en extraire en fait les plus significatifs pour vous. Et de cette manière, en fait, vous allez pouvoir modifier, enfin modéliser des activités métiers, hein, ce qu'on appelle business activity dans Centrion. En fait, là, vous allez, si vous le souhaitez, modéliser votre, euh, votre blockchain et ses composants critiques. Donc là, si par exemple, euh, je m'intéresse à justement cette vue d'ensemble, on voit que on peut découper vraiment de manière très logique, hein, donc ça c'est très flexible, vous faites ce que vous voulez. Euh, Ma blockchain qui est ici, qui est mon plus haut niveau, et en dessous, j'ai décidé que le statut de cette blockchain Parity Ethereum, son état de santé, en tout cas les alertes que j'allais vouloir déclencher à ce niveau-là, allaient être déterminées par trois composants. Donc évidemment, ces nœuds. Donc là, vous voyez, on a le nœud grey, le nœud black. Le nœud white qu'on vient d'ajouter, il va falloir l'ajouter dans la définition de cette activité métier. Et bien entendu, le physical host, donc voilà, toutes les métriques vraiment de disponibilité, de charge de mon node physique. Et enfin, évidemment, tout ce qui est ETH Polar, donc les métriques que je viens de vous montrer hein, via la page ressources status, donc tout ce qui concerne le tracking et les statistiques de la blockchain. Donc voilà, vous pouvez aller à plusieurs niveaux de détails et puis aussi gérer la remontée en fait des informations, hein. Là, je considère que si j'ai au moins 50% de mes nœuds qui fonctionnent, je n'ai pas envie de remonter une alerte globale au niveau de ma blockchain. Néanmoins, en allant à ce niveau-là, je peux déjà voir que j'ai potentiellement un souci ou une métrique à aller surveiller sur mon nœud black. Donc ça se configure via le module business activity, hein. Je vous le disais, là, on vient d'ajouter le nœud, le nœud white en supervision. Donc c'est très simple, hein, comment, comment on fait ici dans mes indicateurs. Je vais juste aller ajouter en fait mes indicateurs, les indicateurs de mon choix en rapport avec mon nœud white. Donc voilà, choisissons par exemple ETH et, et Parity. Euh, Quoique. Non, en fait, ce que je vais plutôt faire, c'est pour coller à l'organisation actuelle, c'est que je vais créer une nouvelle activité métier que je vais appeler Parity White. En indicateur, cette fois, je vais aller lui chercher mes indicateurs White. Donc on a dit ETH Parity, hein. Après ça, vous êtes vraiment libre de choisir les indicateurs qui font sens pour vous. Et là, cette fois, dans ce Parity Nodes de plus haut niveau, hein, qui est le nœud qu'on a visualisé précédemment, là, je peux lui rajouter cet indicateur de type BA qui est Parity White, si je le trouve. Voilà. Je sauvegarde, donc bon, de la même manière que pour vos indicateurs classiques, hein, pour prendre en compte cet ajout dans votre modélisation, vous allez recharger votre configuration et vous allez voir que c'est tout de suite pris en compte, hein. Là, je retourne sur la modélisation en arbre d'impact de ma blockchain. Je descends et voilà, mon white est ici avec ses propres indicateurs. Voilà, ce qu'on a fait, hein, c'est qu'on a supervisé de manière assez précise notre blockchain. On a sélectionné des services dans une modélisation pour pouvoir avoir une gestion des impacts un peu plus fine et puis une vue un peu plus logique dans les impacts et, euh, et les composants de notre labo blockchain. Et, euh, et enfin, ce qu'on peut faire, hein, comme d'habitude, c'est ensuite valoriser différentes informations, soit bas niveau, c'est-à-dire au niveau des dockers, on va pouvoir aller chercher sur chacun des containers, hein, gray, black, white,
Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt des métriques en rapport avec Parity, mais vous allez pouvoir visualiser en fait très facilement sur chacun de vos nœuds blockchain le nombre de transactions en attente, le pourcentage de leur memory pools qui est utilisé, combien de peers sont connectés à chaque nœud. Et donc, bah, en un coup d'œil, en fait, comparer un petit peu l'évolution des métriques, qu'elles soient plutôt orientées métier blockchain ou plutôt orientées système et consommation. Voilà. Précédemment, on était sur une vue qui se concentrait plutôt sur les métriques remontées par l'API de Parity Ethereum. Là, on est clairement sur des métriques plus système d'exploitation qui vous permettent de voir la charge sur les ressources classiques CPU, mémoire, disque I/O, trafic de vos containers. Donc c'est vraiment voilà, à vous de créer vos propres vues, celles qui font sens pour vous. Et ensuite, quand vous êtes prêt, que vous avez identifié à la fois vos modélisations métiers, les métriques qui étaient très importantes à suivre et à récupérer, à tracer pour l'état de santé de votre blockchain, ou si vous souhaitez, comme là sur la droite, mixer en fait à la fois des infos de supervision de containers comme on a en bas, disque IAPS, memory, CPU usage, avec des données issues de l'ETH Poller, donc le nombre de blocs, en tout cas le pourcentage de blocs minés. Vous pouvez totalement le faire au travers de cette fois la fonctionnalité, ou en tout cas le module Centrion Map. Donc comme vous voyez, là j'ai une répartition dans le minage de mes blocs qui est assez bonne entre mes différents nœuds. Bien entendu, on n'en a pas ici sur ce labo, mais vous pouvez ensuite, au travers de la catégorisation de vos indicateurs, hein, que ce soit via des groupes, des catégories, enrichir votre visibilité, en fait, accroître votre visibilité sur la blockchain et sur sa disponibilité en éditant des rapports MBA. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, et puis je pense que maintenant on va passer à une session de... Merci beaucoup, Simon. J'espère que vous m'entendez tous. Très bonne démo. Entre-temps, on a reçu pas mal de questions dans le chat par rapport donc, non seulement à la présentation de Nicolas, mais aussi à ta démo, Simon. Donc, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Première question qu'on a pu recevoir pour Nicolas. Est-ce que d'autres technos peuvent finalement être ciblés? Oui, complètement. Là, on a montré en fait la démonstration sur Ethereum. J'ai évoqué rapidement Empirical Fabric, mais on a fait également travail pour cette techno-là. Et on envisage dans la suite peut-être de s'intéresser à des technologies utilisées dans les consortiums, en particulier, je pense à la blockchain Corda, qui est beaucoup utilisée dans la finance. Et donc voilà, ouais, c'est complètement dans les perspectives de s'intéresser à superviser d'autres technologies. Très bien. Alors, autre question qui avait été posée, ça c'est pour toi, Simon. Tout ce qui a été vu dans la démo, dashboard, affichage, différentes vues, est-ce que c'est disponible avec une édition IT? Alors non, pas tout à fait. Ce à quoi vous allez avoir accès en fait avec une édition IT, c'est vraiment les plugin packs, les fonctionnalités de découverte. Mais pour ensuite faire ces modélisations plus orientées services, métiers, et les représenter dans des dashboards, ça il vous faudra l'édition business, donc pour avoir accès aux modules BAM et MAP qu'on a vu durant la démo. D'accord, très clair. Et du coup, une dernière question pour Nicolas. Est-ce que finalement, ce qu'on a vu a déjà été expérimenté en production? On a réalisé des expériences avec le consortium Energy Web Foundation, qui s'intéresse à des cas d'usage d'énergie, comme celui que j'ai cité tout à l'heure, consommation électrique.
Et donc on a supervisé voilà, des nœuds connectés à ce réseau et on a suivi en temps réel des activités sur un des cas d'usage du consortium. Très bien. Bon, écoutez, il est 10h50. Je pense qu'on peut clôturer la session. Merci beaucoup Simon et merci beaucoup Nicolas pour votre intervention aujourd'hui. Et merci à tous les participants de ce webinaire. On se retrouve tous dans une prochaine version. À bientôt. Au Merci revoir. Richard. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.